Lors du dîner du réveillon de Noël, mon grand-père, Jean-Pierre, leva son verre et sourit à travers la table somptueusement dressée. Sa voix, claire et pleine d'une affection que je croyais infaillible, résonna dans la salle à manger. « Alors, te plaît-elle, la maison de campagne que je t'ai achetée ?» Chaque fourchette s'immobilisa en plein vol. Un silence pesant, presque tangible, s'abattit sur nous. Je clignai des yeux, totalement décontenancé. Quelle maison? Pendant une seconde, qui sembla s'étirer en une éternité, personne n'osa respirer. Puis, la main de ma mère, Sandrine, glissa de son verre de vin, son visage devenant d'une pâleur cadavérique. Le sourire de grand-père s'évanouit, remplacé par une lueur de confusion puis d'inquiétude. Il repoussa sa chaise, le crissement du bois sur le parquet ancien fendant le silence comme une lame. « Montrez-moi l'acte de propriété. » Maintenant. Ce fut l'instant précis où tout vola en éclats. Mais ce qu'aucun d'eux ne savait, ce que même mon grand-père ne soupçonnait pas encore, c'était que ce dîner, ce moment de vérité, avait été minutieusement orchestré bien avant qu'il ne s'assoie à cette table. 2 semaines avant ce réveillon fatidique, mes pensées étaient à des années-lumière des actes de propriété et des maisons de campagne. Je songeais au loyer en retard, aux factures qui s'accumulaient dangereusement, et je me demandais si les nouilles instantanées pouvaient décemment constituer un dîner pour la 3e nuit consécutive. Mon petit appartement à Lyon était minuscule, le genre d'endroit où le radiateur électrique produisait un cliquetis plus assourdissant que le tumulte de mes propres pensées. Mais c'était mon chez-moi, ou du moins, la seule chose que je finançais par moi-même, un symbole précaire de mon indépendance. Chaque mois de décembre, sans faute, mes parents se plaisaient à me rappeler, avec une condescendance à peine voilée, que « l'indépendance forge le caractère ». Ils prononçaient cette phrase sentencieuse juste après avoir publié sur les réseaux sociaux des photos de leurs vacances au ski à Courchevel ou de leur dernière voiture de sport. Les messages de ma mère commençaient toujours par une douceur mielleuse pour se conclure par une pique acérée, « Tu devrais apprendre à gérer ton argent comme le font les adultes, ma chérie. » Je ne répondais jamais. Le silence était devenu mon armure, la seule stratégie viable pour préserver une paix familiale déjà bien fragile. La seule personne qui ne m'avait jamais fait sentir inférieur était mon grand-père, Jean-Pierre Dubois. Il incarnait tout ce que mes parents prétendaient être, discipliné, juste, d'une puissance tranquille et incontestable. Lorsque j'avais 22 ans, il m'avait dit, lors d'une promenade le long des quais de la Saône, un jour, « Je m'assurerai que tu aies un endroit bien à toi. » À l'époque, j'avais interprété ces paroles comme une promesse de conseils avisés, pas comme l'achat littéral d'une maison. Il était un homme de plan, de stratégie mûrement réfléchie, pas de surprise impulsive. C'est pourquoi, lorsqu'il m'appela une semaine avant Noël, je perçus une inflexion étrange, une sorte d'excitation contenue dans sa voix. « Cette année, Chloé, j'ai un cadeau très spécial pour toi. » Je m'étais contenté de rire, pensant à un énième pull en cachemire. « Grand-père, tu sais bien que tu n'as pas besoin de m'offrir quoi que ce soit. » Il avait gloussé à l'autre bout du fil. « Oh, mais c'est déjà fait. » Je n'y avais plus repensé jusqu'à plus tard dans la soirée. En faisant défiler sans but les publications sur mon téléphone, je tombais sur les photos de mes parents. Ils étaient à un dîner mondain en Touraine, un bon Bordeaux à la main, des sourires polis et impeccables collés sur leurs visages, le tout légendé par un hypocrite, la famille, c'est tout ce qui compte. J'eus l'impression d'être l'unique spectatrice d'une mauvaise blague dont je ne comprenais pas la chute. J'avais raconté cet appel à mon amie Manon. Nous étions dans notre bistrot habituel, près de la place des terreaux, toutes deux penchées sur nos ordinateurs portables, feignant de travailler. Elle avait eu un sourire en coin. Un cadeau spécial, hein? Peut-être qu'il a enfin compris que tu mérites mieux que le reste. J'esquissai un sourire qui n'atteignit pas mes yeux. Ou peut-être que c'est une autre leçon de morale emballée dans un joli ruban. Dehors, les lumières de Noël clignotaient sous la pluie fine et glaciale de décembre. À l'intérieur, mon café avait refroidi depuis longtemps. Je ne le savais pas encore, mais le cadeau dont parlait mon grand-père n'attendait pas sagement sous un sapin. Il attendait de faire exploser la façade de tout ce que je croyais savoir sur ma propre famille. Quelques jours plus tard, alors que je cherchais frénétiquement la facture d'un client sur mon ordinateur, un email inconnu attira mon attention. L'objet était laconique, « Félicitations pour la vente réussie de la propriété du chemin des Tilleuls. » Au premier abord, je crus à un spam, un de ces messages frauduleux promettant monts et merveilles. Puis je relus l'adresse, chemin des Tilleuls. Mon cœur eut un soubresaut rapide et douloureux.
C'était le nom de cette rue que mon grand-père avait mentionné des années auparavant, l'endroit qu'il disait, parfait pour ta lumière. Je fixai le message, la gorge sèche. Vendu. Mais vendu à qui? Et par qui? J'appelai ma mère immédiatement, m'efforçant de garder une voix légère, presque désinvolte. Dis maman, question bizarre. Est-ce que grand-père a déjà acheté une maison sur le chemin des Tilleuls? Il y eut une pause, un silence à peine perceptible mais bien trop long pour être anodin. Puis son ton devint faussement aérien, presque chantant. Oh, ça. Non, voyons. Le marché s'est effondré cette année-là, tu te souviens? Ça ne s'est jamais fait. Vraiment? Insistai-je lentement. Parce que je viens de recevoir un email très étrange. Sa respiration se bloqua un instant. Chloé, tu ne devrais pas ouvrir des choses qui ne te sont pas adressées. Tu analyses toujours tout à l'excès. Et sur ces mots, elle raccrocha. Je restai assise là, mon téléphone vibrant silencieusement dans ma main, essayant de donner un sens à cette conversation surréaliste. Pour la toute première fois, son calme apparent m'avait semblé être la plus pure expression de la peur. Cette nuit-là, le sommeil me fuit. Chaque craquement de mon vieil appartement lyonnais résonnait comme un murmure accusateur, ils ont menti. Je décidai de creuser. Je remontai la piste de l'email jusqu'à une agence immobilière située sur le bord du lac d'Annecy. Le lendemain matin, j'appelai, me faisant passer pour une acheteuse potentielle curieuse des ventes récentes dans le secteur. L'agent immobilier, un homme à la voix professionnelle et empressé, me confirma sans la moindre hésitation que la maison avait été vendue 3 ans plus tôt au nom de Stéphane Dubois. Je crus que le sol se dérobait sous mes pieds. Je ne sentais plus mes mains. Mon père. Mes parents. Ils l'avaient vendue. Et ils ne m'avaient jamais rien dit. Lorsque mon grand-père appela plus tard dans la journée pour confirmer les détails du réveillon de Noël, je faillis tout lui avouer. Mais quelque chose en moi se figea. Une sorte d'instinct de protection. Je n'étais pas prête à être celle qui lui briserait le cœur. À la place, ma voix sortit, étonnamment stable, bien sûr que je serai là. J'apporterai la bûche de Noël. Après avoir raccroché, je restai longtemps à regarder par la fenêtre la neige qui commençait à tomber, les lumières de la ville se brouillant à travers la vitre embuée. Manon m'envoya un message pour savoir si j'allais bien. Je tapai une réponse laconique, je crois que mes parents ont volé quelque chose qui m'était destiné. Sa réplique fut immédiate et sans équivoque, alors fais en sorte qu'ils te le rendent eux-mêmes. Je ne répondis pas. Je fermai simplement mon ordinateur et murmurai dans la pièce vide, très bien. Alors, rendez-vous au dîner de Noël. 3 jours avant le réveillon, je traversai Lyon sous une pluie verglaçante pour me rendre au cabinet de Maître Dubois. Son assistante, Léa, m'accueillit avec son sourire calme habituel, bien qu'une lueur étrange, indéfinissable, vacilla dans ses yeux. De l'hésitation, peut-être? Ou de la culpabilité? Je voulais juste déposer son cadeau en avance, dis-je, essayant de paraître aussi naturel que possible. Mes doigts tremblaient autour du petit paquet emballé. Elle hésita, jeta un regard circulaire, puis baissa la voix. Monsieur Dubois pensait que vous aviez déjà emménagé. Un instant, les mots n'eurent aucun sens. Emménagé où? Léa se pencha, ouvrit un tiroir de son bureau et en sortit une chemise cartonnée de couleur manille. Il est si fier de vous, vous savez. Il raconte à tout le monde que vous avez enfin votre propre chez vous. La maison du chemin des Tilleuls. Le monde se mit à tanguer. Le chemin des Tilleuls, répétai-je d'une voix blanche. Elle hocha la tête, chuchotant presque. Il l'a acheté il y a 2 ans. Il a dit que c'était à votre nom. Que vos parents s'étaient occupés de toute la paperasse. Ses yeux s'adoucirent, remplis d'une compassion qui me fit mal. Il est sincèrement convaincu que vous y vivez depuis tout ce temps. J'eus du mal à déglutir. Est-ce que je peux voir quelque chose? Elle marqua une nouvelle hésitation, puis me tendit discrètement une photocopie. C'était l'acte de propriété original. Mon nom, Chloé Dubois, y était inscrit en gras, sans la moindre ambiguïté. Agrafé derrière, un autre formulaire, un contrat de vente, signé par Stéphane Dubois. La signature de mon père. Dehors, le froid me frappa comme une punition. Je m'assis dans ma voiture,
agrippant les papiers jusqu'à ce que mes jointures blanchissent et que le papier se froisse. Je voulais hurler, mais le seul son qui s'élevait était le tic-tac régulier de mon clignotant, que j'avais oublié d'éteindre. Cette nuit-là, j'appelais Manon. Ils l'ont vendu, dis-je d'une voix plate, dénuée de toute émotion. Ils ont pris ce qui était à moi et lui ont fait croire que je l'avais. Elle resta silencieuse un instant, puis demanda doucement, « Alors, qu'est-ce que tu vas faire ?»« Je vais à ce dîner, » répondis-je. Le lendemain matin, j'avais rendez-vous avec Nicolas Leroux, l'avocat de longue date de Jean-Pierre. Je ne lui racontais pas tout, seulement assez pour que son front se plisse d'inquiétude et de réprobation. « Vous serez là, n'est-ce pas ?» demandai-je. Il m'étudia longuement, ses yeux perçants semblant sonder mon âme. « Voulez-vous que je protège votre grand-père ou que je démasque vos parents ?»« Les deux, » répondis-je sans hésiter. Dans cet ordre. En quittant son cabinet, la pluie s'était changée en neige. Lyon était silencieuse, les rues recouvertes d'un glaçage blanc immaculé. Tout paraissait propre, pur, intouché. Mais je savais la vérité qui se cachait sous cette façade. Je rentrai chez moi, repliai soigneusement les documents dans la chemise et la plaçai dans mon sac. Mon reflet dans la vitre de la fenêtre me parut plus calme que je ne l'avais jamais été. Ils pensent être les seuls à avoir un plan, murmurai-je à mon image. Mais moi aussi. La nuit de Noël arriva, drapée de lumière dorée et d'une tension palpable. La famille Dubois était réunie autour d'une table bien trop grande pour le nombre de cœurs qui y battaient encore sincèrement. Le lustre en cristal scintillait, ses pampilles reflétant les flammes dansant dans la cheminée de marbre. Les rires fusaient, aussi légers et artificiels que de la fumée de théâtre. Joli. Faux. Répété. J'étais assise en face de mes parents, écoutant d'une oreille distraite leurs anecdotes sur leurs investissements et leurs dernières vacances. Chaque mot crissait sur mes nerfs à vif. Mon grand-père était assis en bout de table, le patriarche, la seule personne dont le sourire semblait encore authentique. Il avait toujours été l'axe de cette famille, stable, inébranlable. Je me demandais ce qui se passerait lorsqu'il réaliserait que tout ce qu'il avait bâti reposait sur un tissu de mensonges. Il leva son verre. « À la famille, » dit-il chaleureusement. Le rouge à lèvres de ma mère capta la lumière alors qu'elle lui renvoyait son sourire. Toujours. Je croisai son regard une fraction de seconde. Il y avait quelque chose derrière son expression, une détermination trop étudiée pour être honnête. Je dus me mordre la langue pour ne pas lui demander pourquoi. Le dîner se poursuivit avec cette conversation polie et vide, le genre où tout le monde parle mais personne n'écoute. Grand-père me posa des questions sur mon travail, mes clients, si les affaires étaient stables. « Ça va, » dis-je, m'efforçant de garder une voix neutre. Pas aussi rentable que de vendre la propriété de quelqu'un d'autre, cela dit. La fourchette de ma mère tinta contre son assiette. « Pardon ? » Rien, murmurai-je, mais la colère montait déjà dans ma poitrine, une vague de chaleur brûlante. Grand-père eut un petit rire, tentant de détendre l'atmosphère. « Tu as toujours été perspicace, Chloé. » Puis, comme pour sonder le terrain, il se pencha légèrement en avant. « À propos, te plaît-elle, la maison de campagne que je t'ai achetée ?» Pendant une demi-seconde, je crus avoir mal entendu. Les rires cessèrent. Le bourdonnement du lustre se mua en un silence de mort. Je clignai des yeux. Mes lèvres s'entr'ouvrirent, mais ma voix sortit, à peine audible. « Quelle maison ?» La question claqua dans l'air. La main de ma mère glissa de son verre de vin, qui se renversa sur la nappe blanche, une tache rouge s'étalant comme du sang sur la neige. La mâchoire de mon père se crispa. Les yeux de mon grand-père passèrent de l'un à l'autre, la confusion sur son visage se muant en une profonde inquiétude. « Quelle maison ?» répétai-je, plus fort cette fois. Grand-père reposa son verre, le pied en cristal cliquant sèchement contre le bois. Son expression changea, l'incrédulité se transformant en une colère froide et maîtrisée. « Montrez-moi l'acte de propriété. » Maintenant. Mon père tenta une diversion, la voix tremblante mais sur la défensive. « Papa, ce n'est pas le moment. »« C'est exactement le moment, » le coupa grand-père, son ton calme mais tranchant comme du verre. « Je vous ai fait confiance pour gérer ce bien pour elle. » La voix de ma mère se brisa. « Jean-Pierre, s'il te plaît. Nous avons seulement. » Sandrine, dit-il, ses yeux plantés dans les siens.
Ne m'insulte pas avec un autre mensonge. Chaque son dans la pièce semblait amplifier, le crépitement du feu, le tic-tac de la grande horloge, les battements de mon propre cœur. Léa apparut depuis une porte latérale, comme si elle avait attendu le signal. Elle tendit à mon grand-père une enveloppe Kraft. Il ne la regarda même pas avant d'appeler « Nicolas ». Nicolas Leroux entra, sa mallette à la main. « Monsieur Dubois », dit-il d'une voix posée. « Vous m'avez demandé d'examiner quelques transactions en début de semaine. Je pense que vous voudrez voir ceci. » Il ouvrit sa mallette, étalant des documents sur la table. Je regardais les visages de mes parents se vider de toutes couleurs. Nicolas pointa la première page. Voici l'acte d'achat original. Acquéreuse, Chloé Dubois, signé et notarié. Il tourna la page. Et voici la vente, 3 mois plus tard, par Stéphane Dubois. Le transfert des fonds est confirmé ici. La main de mon grand-père tremblait en suivant les signatures. Vous avez vendu sa maison, murmura-t-il. Celle que j'avais achetée pour son avenir. Mon père déglutit péniblement. Nous ne faisions que la gérer. Elle n'était pas prête. Prête à quoi? Lâchez-je, la colère brisant enfin ses digues. À avoir quelque chose à moi. À ne plus avoir besoin de vous? Ma mère tendit la main vers moi, désespérée. Ma chérie, nous l'avons fait pour toi. Tu avais des difficultés. Nous pensions. Je retirai ma main vivement. Non. Vous pensiez que vous pouviez le cacher. L'air était lourd, chargé de cette chaleur qui précède les grands orages. Mon grand-père se leva alors, lentement, délibérément. Le raclement de sa chaise sur le sol fit sursauter tout le monde. À compter de ce jour, dit-il, sa voix grave et sans appel, vous ne parlerez plus jamais en son nom. Personne ne respira. Ma mère se mit à pleurer, le mascara coulant sur ses joues. Jean-Pierre, nous ne voulions pas la blesser. Mais vous l'avez fait, dit-il doucement. Et vous l'avez fait en souriant à ma table. Il plongea la main dans la poche de son gilet et en sortit une petite pochette de velours. Une clé en argent glissa dans sa paume. Il me regarda. Elle devait être à toi, Chloé. Elle l'est toujours. Il la posa devant moi. Mes mains ne bougèrent pas tout de suite. Je ne pouvais pas. Ma gorge était nouée par un sentiment étrange, un mélange de soulagement et de deuil. Mon père se leva brusquement, faisant basculer sa chaise. « Nous sommes ta famille !» cria-t-il. « Tu ne peux pas nous rejeter pour un simple malentendu. » Le regard de mon grand-père se durcit. « C'est vrai. Votre famille. Mais plus la mienne. » Le silence. De ceux qui résonnent plus fort que les cris. La voix de ma mère se brisa à nouveau. « Chloé, s'il te plaît, dis-lui qu'on peut arranger ça. » Je levai enfin les yeux, le regard stable. On ne peut pas arranger quelque chose qu'on a vendu. Nicolas Leroux rassembla les papiers, les replaçant méticuleusement dans la chemise. Nous entamerons les procédures de restitution demain matin. Léa se tenait silencieusement derrière grand-père, son expression indéchiffrable. Peut-être de la pitié, peut-être de la satisfaction. Mon grand-père expira longuement, un souffle lourd de déception. « Joyeux Noël », dit-il doucement. « Pas à eux, mais à moi. » Il posa une main sur mon épaule. La même main qui m'avait appris à tracer des lignes droites quand j'étais petite. « Tu as toujours eu le sens de l'équilibre », murmura-t-il. Ma mère cacha son visage dans ses mains. Mon père se détourna, marmonnant quelque chose d'inaudible. Cela n'avait plus d'importance. Le son de leurs excuses n'avait plus aucun poids. Je me levai, la clé froide dans ma paume, et je balayai la pièce du regard. Les lumières du sapin clignotaient. L'air sentait le pain et la trahison. J'avais imaginé que la vengeance serait un sentiment ardent, mais c'était calme, comme la fin d'une longue et triste chanson. Quand je sortis enfin, l'air nocturne me cingla les joues. La neige avait recommencé à tomber, de doux flocons dérivant sur la rampe du perron. Derrière moi, à travers la fenêtre, je pouvais voir mon grand-père, toujours debout, une silhouette se découpant sur la lumière chaude de la maison. À l'intérieur, mes parents étaient assis, petits et silencieux, piégés dans leurs propres mensonges. Je murmurais pour moi-même, presque une prière, ils voulaient que je gagne ma vie. Je viens de le faire.
Et sur ces mots, je m'avançai dans la neige, libre, frigorifié et éveillé pour la première fois depuis des années. Le lendemain matin, la maison était silencieuse. Personne ne mentionna la nuit précédente, mais chacun en sentait le poids. La voiture de mes parents était partie avant le lever du soleil, ne laissant que 2 traces de pneus jumelles serpentant dans l'allée enneigée. Ils n'avaient pas dit au revoir. Grand-père me trouva dans la véranda, assise devant une tasse de café refroidi. Ses mouvements étaient plus lents que d'habitude, de cette lenteur qui suit une déception trop profonde pour être nommée. Il dit doucement, je leur ai accordé trop de confiance. Je pensais que l'argent pouvait nous garder honnêtes. Je levai les yeux. Tu as cru au meilleur en eux. Ce n'est pas une erreur. Il secoua la tête. Tu m'as rappelé ce à quoi ressemble vraiment l'honnêteté. Il chercha dans sa veste, en sortit une enveloppe et la fit glisser sur la table. À l'intérieur se trouvaient de nouveaux papiers, mon nom imprimé clairement en haut de la page. L'acte de propriété, sans aucune signature manquante cette fois. J'ai demandé à Nicolas de tout refaire hier soir, dit-il. C'est officiel. La maison de campagne est à toi. Leur cas sera traité séparément. Ma gorge se serra. Grand-père, je ne sais même pas si j'en veux encore. Il sourit, un sourire fatigué mais chaleureux. Tu n'es pas obligé d'y emménager tout de suite. Sache simplement qu'elle t'attend. Comme moi, je t'attendrai, chaque fois que tu auras besoin de moi. La semaine suivante, la nouvelle se répandit dans les milieux d'affaires lyonnais. Stéphane et Sandrine Dubois avaient été discrètement démis de plusieurs conseils d'administration. La réputation de la famille Dubois, autrefois impeccable, portait désormais une fine fêlure. Mais personne en dehors du cercle intime ne connaissait la véritable histoire. Je ne me sentais pas triomphante. Je n'éprouvais aucune rancune, juste une grande légèreté. Autour d'un café avec Manon, je lui confiai que je n'avais rien gagné. J'avais juste arrêté de me perdre moi-même. Elle hocha la tête en souriant. C'est exactement ça, gagner. En quittant le bistrot, la neige avait fondu, laissant une fine pellicule brillante sur les trottoirs. Pour la première fois depuis des années, je marchais sans jeter un regard par-dessus mon épaule. Une semaine plus tard, je conduisis jusqu'au chemin des Tilleuls. La rue était calme, bordée de sapins verts poudrés de neige. La maison de campagne se dressait là, mur blanc, grande fenêtre, un perron qui attendait comme une main ouverte. Je sortis de la voiture, l'air vif et pur, et tins la clé d'argent face à la lumière du matin. Pour la première fois, je ne me sentais pas comme la fille de quelqu'un, ou la déception de quelqu'un. Juste moi. Je tournai la clé dans la serrure et murmurai, chez moi. La justice ne crie pas toujours. Parfois, elle se contente de se redresser. Si cette histoire résonne en vous, partagez vos réflexions et abonnez-vous pour plus d'histoires de famille authentiques comme celle-ci.